Alors, bonjour à tous. Vous nous rejoignez là pour le séminaire sur la gestion des risques. Pour ceux qui nous prennent maintenant, sachez que nous avons commencé avec une petite musique. Donc, je m'appelle Vincent Aka, je suis l'officier de développement de la United Racing et également chargé de la zone Afrique. Et maintenant, je suis pratiquement sur le reste du monde. Donc, notre département développement United Racing a donc lancé une série de conférences en ligne. Et celui que je vais animer aujourd'hui est un séminaire qui fait suite, bien sûr, au premier et sur la sécurité, en tout cas la gestion des risques. Et ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'amener justement les entraîneurs dans le métier à pouvoir justement gérer ces risques. On va commencer justement notre séminaire en parlant justement des entraîneurs. Alors, comme vous disait avant tout, les entraîneurs, en tout cas les meilleurs, tous ceux qui ont le métier à cœur, sont avant tout des humanistes. C'est-à-dire qu'en réalité, ils prennent soin des athlètes en tant que personnes avant de considérer la partie athlète. C'est-à-dire que les personnes que vous avez devant vous sont des personnes à part entière que vous devez d'abord prendre en compte comme personnes avant d'aller sur l'aspect sportif. Alors aujourd'hui, notre séminaire va se dérouler sur différentes phases. Alors les phases adoptées sont d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que la gestion des risques et quel est le rôle de l'entraîneur, surtout lorsque nous parlons de jeunes entraîneurs, puisque c'est plus à l'endroit des jeunes entraîneurs, des entraîneurs niveau 1. Et ensuite, lors de l'évaluation des risques, qu'est-ce que l'entraîneur va considérer pendant et après une séance d'entraînement? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Bien évidemment, pour pouvoir être mieux armé, il faut qu'il puisse déjà identifier donc, les étapes de la gestion du risque. Quelles sont ces trois étapes-là qu'il faut identifier? Et une fois identifié, quelle est la matrice justement de réduction des risques? Comment on l'utilise justement pour minimiser, pour gérer ces risques-là? Et bien sûr, nous terminerons par un exemple très concret pour éventuellement rapprocher cet aspect qui est plus ou moins théorique du plan du terrain. Alors, qu'est-ce que la gestion des risques? La gestion des risques est un processus de prise de décision et de mise en œuvre pour minimiser en fait les blessures et les pertes, leurs effets sur l'organisation, les installations ou les événements sportifs. Donc, en réalité, il y a des mesures raisonnables pour contrôler les risques de votre environnement au niveau de l'entraînement. C'est-à-dire que l'entraîneur, dans son boulot, il doit considérer que lui, en tant qu'acteur, il est capable de mettre en place une organisation qui permet justement de minimiser ces risques-là, de faire en sorte que tout se passe bien. Moi, je résume souvent par ce terme en disant, vous êtes entraîneur, le plus souvent, les parents vous confient leurs enfants et quand ils arrivent, ils voient que les enfants sont heureux et que tout s'est bien passé et qu'ils les retrouvent surtout dans une intégrité physique totale. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça le point clé de notre séminaire. Et plus souvent, il y a des questions qui reviennent. Les questions qui reviennent lorsqu'on parle de gestion de risque. Qu'est-ce que le risque? Quelle est la responsabilité des risques en tant qu'entraîneur? Quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que moi, en tant qu'entraîneur, je me dis, si on me confie des enfants, quel est mon rôle? Et si jamais il y a des problèmes de gestion des risques, qu'est-ce que je dois être conscient de faire, justement? Et comment j'évalue ce risque-là sur le terrain, afin justement d'identifier tout ce qu'il faut faire pour éviter le danger que j'ai identifié. Alors, il s'agit également de voir de quel problème il s'agit et comment est-ce que je mets en place tout un processus pour éviter les problèmes de sécurité et comment moi, en tant qu'entraîneur, je mets aussi en place une séance d'entraînement aussi bien structurée pour gérer justement la sécurité. Nous aurons autant de questions sur lesquelles nous allons tenter de répondre durant notre exposé. Bien évidemment, on dira que le rôle principal de l'entraîneur, c'est le gardien de la sécurité durant toute la séance. Alors, votre responsabilité en tant qu'entraîneur, je reprends sur le premier thème. Les parents, lorsqu'ils arrivent, ils vous confient leurs enfants. Bien sûr, parce que la lutte est un sport très ludique et accessible à tous, et tout le monde veut pratiquer. Alors maintenant, quelles conditions nous faisons en sorte que chacun puisse justement venir pratiquer et repartir tout en étant en joie, sans qu'il y ait eu des incidents. Pour cela, nous allons voir que le rôle de l'entraîneur, c'est de faire en sorte qu'il puisse justement minimiser les risques. Il fasse en sorte que dans sa planification de la séance ou dans sa structuration de la séance, il puisse avoir une constance par rapport à l'effort
une gestion de l'effort adaptée par rapport au public dont il en compte. Et surtout, même avant sa séance, il est aussi important que l'entraîneur puisse déjà identifier son public auquel il va adresser sa séance. S'il s'agit des débutants, des confirmés, des experts, bien évidemment, la charge d'entraînement, ou en tout cas l'intensité d'entraînement, ne sera pas la même. Elle sera bien évidemment différenciée. Alors, nous parlons sur les 3 thèmes, sur les 3 moments clés avant la séance, pendant la séance et après la séance. Bonjour, Président, je vois que tu viens d'arriver. Le Président lève la main. Alors, avant la séance, comme je le disais tout à l'heure, il est important, bien évidemment, avant même d'arriver dans la salle, la préparation en amont prend déjà en compte le public qui va être, auquel va être adressé la séance. Ce qui signifie, dans un premier temps, que l'entraîneur, dans sa planification de la séance, va penser déjà quelle est la catégorie d'âge à laquelle elle va s'adresser. Ce sont des jeunes, ce sont des adultes. Est-ce que ce sont aussi des femmes? Et comment est-ce que je vais structurer cette séance en sorte qu'elle puisse bien se passer? Le nombre de participants, donc le nombre de lutteurs qui vont prendre part à la séance. Bien évidemment, on ne peut pas préparer une séance auquel on a une centaine de lutteurs, de la même façon qu'on a une quinzaine de lutteurs. Donc, c'est vraiment important. Ensuite, on arrive sur le terrain. Et sur le terrain, bien évidemment, il est important, vous, en tant qu'entraîneur, que vous arriviez toujours avant les autres. C'est important. Pour quelle raison? Pour la simple raison que vous devez d'abord vérifier le matériel, vérifier si tout est en place. Vous voyez là les 2 tapis. Est-ce qu'il y a l'aspect sécuritaire? Est-ce qu'il y a tout ce qui est en rapport avec des objets tranchants? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont en tout cas glissants sur le tapis? Tout ceci, vous devez venir en avance pour pouvoir voir comment est-ce que tout est mis en place. Et aussi, si cela n'est pas fait, c'est votre rôle justement de le faire. Des fois, il y a quelques trous dans le tapis, des fois, les tapis, qu'on appelle les tapis ne sont pas collés, donc il faut faire en sorte que ce soit bien collé. Et puis, pensez également sur l'espace que j'ai, comment est-ce que je vais organiser ma séance, parce que vous allez voir que les gamins vont arriver, ou en tout cas le public, ou en tout cas les lutteurs vont arriver, et ils vont vouloir tout de suite aller sur le tapis. Et il est très important de canaliser toute cette énergie-là, parce que souvent ils arrivent excités, ils sont tout contents, mais c'est à vous, en tant qu'entraîneur, de faire en sorte que l'accueil de ce public-là soit un accueil d'abord enthousiaste, mais aussi un accueil maîtrisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les gamins arrivent, il est très important, comme vous le dites, allez vous changer, évidemment s'il y a des vestiaires, allez vous changer les vestiaires, faire en sorte que dans les vestiaires, il n'y ait pas des choses qui soient aussi dangereuses pour la santé, pour la sécurité des enfants. Alors, lorsqu'on a fini de préparer cet aspect-là avant la séance, lorsqu'on a vu que le tapis est propre, quand on a vu que la salle est bien disposée, lorsqu'on a vu que justement les lumières sont bien allumées, quand on a vu que les tapis sont bien serrés et tout se passe bien, ben, on est prêt justement à commencer cette séance. Mais je veux aussi souligner un autre point clé. Bien évidemment, dans la plupart des pays en voie de développement, pour laquelle nous, notre département aussi a une attache particulière parce que l'objectif c'est de développer la lutte dans le monde, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons en sorte que la lutte soit pratiquée, la lutte elle est pratiquée sous toutes ses formes, mais que les entraîneurs aient les compétences justement pour pouvoir encadrer en toute sécurité. Donc, parlons maintenant au niveau de tout ce qu'est la lutte traditionnelle de la beach wrestling. Évidemment, ce sont les mêmes réflexes. L'entraîneur, quand il arrive, il doit vérifier que dans le sable, ou en tout cas l'arène dans laquelle il est circonscrit, il n'y ait pas les objets tranchants, coupants, qui peuvent blesser, qui en fait peuvent nuire à l'intégrité des athlètes. Est-ce que l'espace qu'il a circonscrit est un espace, en tout cas, sûr, qui va permettre l'évolution des enfants? Est-ce que le niveau du sable est pratiquement égal? Est-ce qu'il n'y a pas de trous dans le sable? Tous ces aspects-là, faire en sorte que tout soit déjà préparé à l'avance. Bien sûr, lorsque c'est délimité par des cordes ou par un espace ou des sacs, faire en sorte que ces sacs-là aussi soient bien placés afin d'éviter que servent aussi à des moments dangereux. Donc, vérifier le matériel avant que les athlètes n'arrivent. Et lorsque on a vérifié tous ces aspects-là, enfin, on peut passer à la séance proprement dite. Alors, pendant la séance, mais le
plus souvent, les entraîneurs, ils arrivent et ils veulent commencer. Je dis pas la séance. Donc, lorsqu'on récupère la gamin, lorsqu'on récupère les athlètes, premier réflexe à avoir, c'est de vérifier tout de suite l'équipement des lutteurs. C'est-à-dire qu'il est important de savoir s'ils n'ont pas oublié des bagues, s'ils n'ont pas oublié des boucles d'oreilles, si est-ce que les ongles sont coupés, est-ce que, justement, il y en a qui souvent oublient les chaînes. Donc, tous ces objets qui peuvent peut-être étrangler, oublient même les lunettes. Faire en sorte que tout cela, donc, vérifier les lutteurs pour que, justement, ils puissent avoir l'équipement adéquat pour commencer la séance. L'année de même, lorsqu'on fait la lutte traditionnelle ou la beach wrestling, l'année de même, il est important de vérifier ce que les ongles sont taillés, parce qu'ils sont assez taillés, parce que souvent les lutteurs laissent pousser les ongles, et ça, les gens peuvent se gratter, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Ensuite, lorsqu'on a fini de vérifier tout ça, bien sûr, on va forcément vouloir lancer la séance, mais pensez également qu'il est important de préparer ce qu'on appelle l'hydratation. Donc, rappelez sans cesse aux lutteurs, rappelez sans cesse aux athlètes qu'il est important d'apporter de l'eau à boire, si bien évidemment il n'y a pas d'eau dans l'espace. Souvent, lorsqu'on arrête, ils peuvent aller boire et revenir. Ensuite, la séance, lorsqu'elle commence, il faut faire en sorte que les lutteurs, lorsqu'ils sont espacés pendant l'entraînement, ils ne puissent pas se tomber les uns sur les autres. Donc, la gestion de l'espace devient quelque chose de très important. N'hésitez pas, vous, en tant qu'entraîneur, à aller même placer les lutteurs en sorte que, dans la réalisation d'activités, dans la réalisation des gestes techniques, ils ne puissent pas se tomber les uns sur les autres, ce qui peut être souvent cause de blessures. Il faut faire très attention. Un autre élément qui est aussi fondamental, c'est lorsqu'on met les lutteurs par paire, ce qu'on appelle l'appariement. Lorsqu'on les met par paire, il est important de vérifier la taille, le poids, de faire en sorte qu'ils soient appariés en conséquence. Parce que si vous mettez un gars qui est plus costaud qu'un plus maigre, c'est dangereux, parce que le gars peut faire mal à l'autre. Faites en sorte que nous respectons justement les catégories de poids lorsque nous faisons les appariements. Faire en sorte aussi que nous respectons le niveau des lutteurs. Lorsque nous faisons appariements, si vous mettez un débutant contre un gars qui est trop expert, mais d'abord, l'expert va s'ennuyer. Mais dans un autre cas, vous faites en sorte que le débutant, si bien sûr vous donnez les conseils appropriés, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas où vous ne donnez pas le conseil approprié, il peut vouloir faire les choses comme l'expert et se faire très mal. Voilà. Donc, il est très important de faire un appariement en fonction de la taille, du stade de développement, donc les costauds, c'est aussi important qu'il y ait les costauds sur avec les costauds, les catégories de poids, c'est important à ce niveau-là, donc il faut vérifier en sorte qu'on puisse le faire. Et l'autre aspect, c'est justement l'aspect du milieu ambiant. Pour éviter les blessures et pour éviter les maladies, justement, il est important que la salle soit bien aérée. Il est important aussi de faire en sorte que l'espace, c'est pour ça qu'on arrive avant, faire en sorte que l'espace, il y a assez de lumière pour qu'on puisse déjà voir les uns sur les autres. Lorsqu'on n'est pas à l'air libre, hein, parce que la lutte traditionnelle ou la beach wrestling permet justement, lorsqu'on est dehors, d'éviter justement ces problèmes de lumière. Mais de l'autre côté, il est important de savoir aussi que c'est pas parce qu'on est dehors qu'il ne faut pas faire attention à tout ce qui est blessure. Parce que souvent, les lutteurs sont un peu dans l'euphorie. Voilà, ils sont dehors, ils s'amusent, donc ils sont un peu euphoriques. Donc il faut canaliser aussi cette énergie-là pour ne pas que les puissent être blessés. Donc il va aussi s'agir du tempo que vous mettez en tant qu'entraîneur durant la séance. C'est-à-dire que les moments de travail et les moments de repos doivent permettre de garder une certaine lucidité, une certaine concentration pour que l'activité puisse se passer bien, sans incident. Parce que lorsque vous négligez ce moment de travail et de repos, qu'est-ce qui se passe? Ça s'installe une fatigue. Une fatigue s'installe, et lorsque la fatigue s'installe, vous savez que les lutteurs perdent la lucidité et ils peuvent même se faire très mal. Donc, alterner sans cesse le travail et surtout le repos. Et bien sûr, ces moments de repos sont aussi l'occasion de dire aux lutteurs d'aller s'hydrater. Et là, que lorsqu'ils vont s'hydrater, ça peut justement permettre de continuer un entraînement en toute quiétude. Alors, l'autre aspect, c'est l'aspect de la séance. Après la séance, qu'est-ce qui se passe après la séance? Lorsque, en tant qu'entraîneur, vous avez fini la séance, ça c'est les lutteurs sont dépassés, vous avez mis
La séance s'est bien déroulée, ils sont très heureux, ils sont contents. Le retour au calme, le retour au calme. C'est le moment privilégié pour vérifier chaque athlète, vérifier justement si tout s'est bien passé, vérifier à travers le questionnement si effectivement ils sont d'abord satisfaits et si aussi ils n'ont rien. S'ils n'ont rien, s'il n'y a eu aucune blessure. Parce que souvent c'est un athlètes ou c'est un enfant, ils ne disent rien. Parce qu'ils prennent un coup, ils ne disent rien. Et après, lorsqu'on fait « Ah, monsieur, pendant la séance, celui-là m'a donné un coup ici. Ah, monsieur, il a pris un coup de coude. » Et donc, c'est le moment de vérifier l'état de chaque athlète. Parce que je reviens encore sur le mot que je disais tout à l'heure, rentrer. Les parents sont toujours soucieux de l'intégrité de leurs enfants. Parce que quand on est entraîneur des débutants, quand on est entraîneur aussi de niveau 1, nous sommes plus axés sur les débutants, donc les jeunes lutteurs. Il est important, lorsque nous terminons notre séance, que ces jeunes lutteurs puissent justement repartir chez eux en toute intégrité physique. Voilà. Voilà réellement ce à quoi nous devons penser. Ensuite, lorsqu'on a fini de vérifier ces athlètes-là, et que tout s'est bien passé, il faut désinfecter le tapis. Alors, j'ai eu cette image un peu du Japon, où après l'entraînement, chaque athlète prend une petite serpillère et on nettoie le tapis. Bien évidemment, souvent, c'est à vous d'organiser cela, de faire en sorte que le tapis soit désinfecté, soit aussi propre, parce que pour éviter les problèmes de mucose. Vous connaissez cette histoire, la peau, si le tapis n'est pas propre, c'est quelque chose qui n'est pas très hygiénique pour tout le monde. Ensuite, lorsque on a désinfecté le tapis, pensez également aussi qu'il est important que les enfants eux-mêmes repartent avec des bonnes consignes. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Certains enfants partent avec les habits tout mouillés, ils ne sont pas changés. Et qu'est-ce qui se passe? Ils prennent froid, et ils arrivent, ils sont malades le lendemain, et c'est terminé. Donc, pensez bien à redonner les bonnes consignes de retour au calme, bien sûr, mais aussi de retour chez eux en ayant des vêtements secs, des vêtements appropriés, et pas les vêtements où ils ont transpiré durant la séance. Bien évidemment, il faut ranger le matériel. Vous rangez le matériel pour éviter que justement ça reste traîné. Vérifiez sur le tapis, il n'y a pas des éléments qui sont restés et que ça peut éventuellement être oublié et peut causer aussi des risques. Alors, lorsqu'on a vérifié s'il y a des choses potentiellement dangereuses sur le tapis, et qu'on a fait en sorte qu'on a tout rangé, il est maintenant important de faire un bilan. Ce bilan-là, il est primordial parce qu'il va vous permettre justement de vous améliorer. Dans ce premier temps, dites-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois? Ou qu'est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Ce qui n'a pas été, comment je pourrais justement faire en sorte que ça se passe bien? S'il y a eu des blessures aussi, il est important de faire un retour, de dire, alors attention, si cela a eu lieu, c'est probablement parce qu'il y a eu sûrement une organisation de ma part qui n'était pas assez adéquate. Comment je régule, faire en sorte que la prochaine fois, lorsque je vais planifier ma séance, je puisse faire en sorte que tout se passe bien. Je puisse faire en sorte qu'il y ait une planification qui permette à la séance justement de se dérouler bien et qu'il n'y ait pas de blessure. Maintenant, nous parlerons bien sûr à la fin des gestes et des préventions, parce que c'est important. Même si on est entraîneur niveau 1, on développera plus cela dans les sessions qui feront part à l'entraînement niveau 2. Mais pour une fois, il est quand même important d'avoir quelques gestes. D'ailleurs, il est important d'avoir son premier secours. Son premier secours, c'est vraiment important parce que quelque chose arrive. Il faut déjà connaître les premiers gestes qu'il faut faire à l'encontre du lutteur. Donc, une fois qu'on a fini sa séance, il est important d'avoir ce qu'on appelle une pratique réflexive. Cette pratique réflexive, c'est quoi? C'est faire en sorte de dire qu'est-ce que je vais continuer à faire et qui a bien marché? Qu'est-ce que je vais arrêter de faire? Et à partir de ce que j'ai tiré comme bilan, qu'est-ce que je fais la prochaine fois? Donc, ces 3 points sont capitaux. Il est vraiment important de revoir cette pratique réflexive qui vous permet de réfléchir sur votre activité d'entraîneur. Parce que le plus souvent, nous finissons la séance et puis on se dit la prochaine séance, je fais ça. Oui, dans le processus de l'évolution et le développement de l'entraîneur, il est important de se dire qu'aujourd'hui, je veux m'améliorer, je veux aussi améliorer mes compétences. Je suis un bon entraîneur, le plus important, l'objectif, c'est de devenir un excellent entraîneur.
Donc, comment est-ce que je fais en sorte que mes compétences d'entraîneur, je continue de les améliorer en ayant justement une pratique réflexive sur son activité. Voilà, c'est vraiment important, c'est le 5e point. Alors, après avoir dit ça, nous allons voir les étapes de la gestion des risques. Parce que le plus souvent, lorsqu'on ne connaît pas les étapes, c'est là que c'est tout le problème. Premièrement, il faut identifier le risque. Identifier le risque, est-ce que, si nous parlons par exemple de la gestion, de l'organisation de l'espace, est-ce que je fais en sorte que tout le monde est bien espacé? Il faut que j'identifie le risque. Donc, faire attention, on ne pas que les gars se tombent les uns sur les autres. Identifier le risque, c'est vraiment important. Un exemple. Ensuite, il faut réduire le risque. Le risque, c'est quoi? En réduisant le risque, c'est-à-dire je fais en sorte que dans ma séance, lorsque je place bien les lutteurs, cela contribue justement à réduire le risque. Lorsque, dans ma séance, je fais des pauses pour que les gens puissent boire et qu'ils puissent récupérer convenablement, je réduis les risques justement. Parce que les lutteurs gardent leur lucidité et donc peuvent pratiquer en toute sécurité. Et la 3e étape, c'est justement comment je planifie, je surveille ces risques. Parce que le plus souvent, je place les enfants, c'est vrai, c'est bien joli. Lorsqu'ils pratiquent, qu'est-ce qui se passe? Ils bougent, ils sont constamment en mouvement. Et qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Moi aussi, je dois me déplacer, aller vers eux, faire en sorte que je peux aussi protéger. Parce que j'ai vu ces entraîneurs qui pensaient que je suis entraîneur, je reste dans un coin. Non, je suis entraîneur, j'organise la séance, j'organise l'espace, mais ce qui est important, c'est justement pour dynamiser la séance, pour la rendre encore plus en sécurité, je dois garder une certaine vigilance pour éviter les risques et les blessures. Je dois aller vers les lutteurs, voir ce qui se passe. Des fois aussi pour les encourager, pour les motiver, mais aussi faire en sorte que les lutteurs puissent pratiquer en toute sécurité. Donc, leur remettre aussi à l'espace au départ, des fois, parce qu'ils reviennent sans cesse s'agglutiner. Donc, il faut aussi les replacer pour que cela se passe bien. Alors, nous allons voir maintenant sur l'évaluation de risque. Et comment est-ce que moi, en tant qu'entraîneur, je peux me dire, si j'ai évalué les risques, qu'est-ce qu'il y a cette étape, qu'est-ce qui n'est pas cette étape? Dans le premier temps, on a identifié le risque. On a identifié le risque, et comme tout risque, il y a un coût pour réduire ce risque. Et la matrice de réduction des risques dit quoi? Dès que le niveau des risques est élevé, c'est-à-dire lorsque nous sommes ici, nous sommes dans cette zone-là, s'il est inacceptable, on doit arrêter. On arrête tout, faire en sorte qu'on arrête la séance, parce que souvent les gens voient avec ça. Et puis d'ailleurs, on a les instruments pour ça, on a un entraîneur, il a son sifflet. N'hésite pas à siffler, à tout arrêter et à tout réorganiser. Ça, c'est vraiment important. Cela permet de minimiser justement les risques. Ensuite, lorsque nous allons dans cette zone-là, la zone où on peut dire le risque est tolérable, voilà, le risque est tolérable, mais cela nous permet de garder une certaine vigilance. Il ne faut pas dire parce que le risque est tolérable, nous allons rester là et puis ça va bien se passer. Non. Nous parlons d'entraîneur, c'est justement comme nous parlons de bonne pratique. Un entraîneur est actif, un entraîneur est quelqu'un, il est engagé. Justement, c'est son engagement qui fait en sorte que même les risques qui sont tolérables, il fait en sorte aussi de les minimiser parce que sa présence durant la séance permet justement de minimiser ces risques. Sa vigilance durant la séance permet de minimiser les risques. L'exercice qu'il donne approprié permet également de minimiser les risques. Si nous allons maintenant dans la zone où vraiment le risque est acceptable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut accepter ces risques. Ça veut dire que, bon, on a beaucoup de lutteurs sur le tapis, mais comment on va s'arranger pour que le risque puisse être acceptable? Je dis souvent que dans l'organisation d'une séance, et même dans la mise en œuvre d'une séance, ce qui est important pour l'entraîneur, c'est de faire en sorte que dans sa gestion de son groupe, il puisse faire une séance en toute sécurité. Comment ça se passe? Lorsqu'on a un espace qui n'est pas assez approprié, si c'est assez restreint, on peut fonctionner par vague. Ça veut dire que faire une rotation, faire en sorte que cette rotation d'un groupe qui travaille, que l'autre groupe qui sort du tapis ou en tout cas qui tire la reine, puisse faire un travail sur le côté. Et cette rotation va permettre justement aux lutteurs de pratiquer en toute sécurité. Donc, cela conduit à réduire les risques et à faire en sorte que nous soyons tous dans une zone d'économie. On n'a pas à courir partout et à faire en sorte que garder une vigilance pour que les lutteurs soient en toute sécurité. Alors, voilà l'histoire des exemples. Lorsque quelqu'un se blesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus souvent, les entraîneurs veulent continuer. Premier réflexe à faire lorsqu'un lutteur est blessé, coup de sifflet,
on arrête tout. Premier truc, on arrête tout. Il a pris un coup sur le genou, il se plaint, on arrête tout. Parce que l'erreur, c'est de vouloir continuer et dire que ça va bien se passer de l'autre côté, non, c'est pas trop grave, et de voir que, justement, ça s'empire. Donc, le plus important, c'est de faire en sorte qu'on arrête tout et que, surtout, on fasse que le lutteur revienne à soi. Donc, premier truc qu'il faut faire, il faut d'abord arrêter tout. OK? Connaître l'origine, comprendre l'origine de la blessure. Ensuite, ce qu'on appelle faire une vérification, hein, voir le lutteur, d'abord lui poser la question, d'abord voir s'il est conscient, parce que souvent, c'est des blessures qui sont bénignes. Hein. On dit non, non, ça va bien se passer, non, ça va pas bien se passer. Il faut arrêter tout, justement, faire ce qu'on appelle un check-in pour voir si le lutteur, justement, hein, peut continuer ou pas. Et bien sûr, nous ne pourrons pas faire tout le coup du premier secours, mais c'est aussi important pour cette raison-là qu'on demande à ce que tous les entraîneurs puissent passer leur premier secours. C'est vraiment important lorsque vous avez l'histoire du premier secours. Donc, le premier secours vous permettra d'adopter les gestes importants pour pouvoir justement réagir correctement. Donc, attention aux petites blessures. Parce que le travail de l'entraîneur, c'est de maintenir un environnement sûr, en fait, un environnement sûr, en sorte que tout se passe bien. Je dis toujours, lorsque nous faisons l'information niveau 1, le vecteur directeur, en tout cas la ligne rouge qui guide l'entraîneur durant sa séance, c'est la sécurité. La sécurité, c'est le vecteur directeur de la séance. Si vos lutteurs se pratiquent en toute sécurité, qu'ils soient débutants, confirmés ou experts, s'ils pratiquent en toute sécurité, eh bien, tout se passera super bien. Mais s'ils ne pratiquent pas en toute sécurité, vous allez voir que vous-même, vous allez comprendre que ça va être compliqué et qu'il faut faire en sorte que les douleurs, les lutteurs puissent pratiquer en sécurité. Je parlais également de la blessure. Donc, quand il y a des blessures, et quelques conseils quand même, hein, quand il y a blessure, dans le premier temps, si vous ne connaissez rien, c'est important, si vous ne connaissez rien, parce qu'il y a entorse ou foulue, tout ça, hein, faites attention, ne manipulez pas. Vous avez un numéro de téléphone pour appeler les SAMU. Vous avez un numéro de téléphone pour appeler un docteur. Vous avez un numéro de téléphone pour appeler en tout cas le médical pour venir s'en occuper. Vous n'êtes pas des médecins. Si vous connaissez les premiers gestes, c'est bien. Mais si un lutteur est blessé, il est important que vous ayez le réflexe de prendre votre téléphone pour appeler un docteur. Écoutez, ici, ça se passe bien. Des fois, c'est les pompiers. Mais vous savez, le numéro de téléphone n'est pas le même dans tous les pays. Mais en tout cas, sachez que appeler les urgences, c'est beaucoup plus adéquat que vous, en tant qu'entraîneur, de vouloir forcément manipuler la blessure. Non, je vous conseille, et je reviens encore, il est important de ne pas manipuler les blessures que vous ne maîtrisez pas. Je ne parle pas des petites douleurs, je ne parle pas de ça, mais lorsqu'il parlait lorsque le genou, par exemple, craque, lorsque il y a un muscle où il est tendu, une fracture, ça, il faut suivre scrupuleusement les instructions du médecin. Il faut un médecin, il faut l'appeler et suivre scrupuleusement les instructions du médecin. Hein? Bien sûr, en général, il parle de repos, il parle de placer, il parle de faire en sorte que tout doucement le lutteur récupère et que progressivement il revienne pour pouvoir reprendre l'activité en toute quiétude. Après, bien sûr, une rééducation. Donc, c'est important, mais j'insiste sur le fait que, en tant qu'entraîneur débutant, il est important que vous ayez ces réflexes-là. Lorsqu'il y a blessure, il est important d'abord, premier réflexe, je siffle, j'arrête tout. Et je commence déjà à m'occuper de mon lutteur. Souvenez-vous bien d'entrée, ce que je disais, lorsqu'on disait d'entrée, on disait que les meilleurs entraîneurs sont d'abord de grands humanistes. Ils s'occupent d'abord de leur lutteur en tant que personne. Ils prennent soin d'eux en tant que personne, ensuite en tant qu'athlète. Donc, il faut garder ce réflexe-là et c'est vraiment très important. Alors, bien sûr, comme je peux en disant, l'idéal, est mieux vaut prévenir que guérir. L'idéal, c'est la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Et
Et cette prévention s'est faite aussi en amont, comme je l'avais dit en entrée, en pensant déjà dans la planification de sa séance, en pensant déjà au public auquel on a affaire pour pouvoir justement planifier une séance adaptée à son public. Déjà, en faisant de cette manière-là, en arrivant aussi plus tôt pour pouvoir voir l'environnement, pour pouvoir justement vérifier l'environnement et pouvoir préparer tout en avance, ça permet déjà de prévenir. Et lorsque la séance aussi est terminée, il est important aussi de donner des consignes qui permettent justement de garder en alerte par rapport à tout ce qui est prévention. Et moi, je parle de santé. Santé, parce que le plus souvent, les lutteurs, lorsqu'ils ont terminé, ils partent, ils sortent là, il y en a qui transpirent encore, et ils sont dans la tenue mouillée, et ils repartent chez eux. Et c'est là, ils peuvent risquer de tomber malade, de prendre un coup froid et tomber malade. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Il est important de prévenir que nous guérir pour que tout se passe bien. Voilà. Alors, bien sûr, je suis au terme de mon exposé. Et ce que je souhaiterais, c'est de répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je me ferai plaisir de vous répondre. Donc, ceux qui ont des questions, vous avez la partie questions et réponses. Vous pouvez écrire la partie questions et réponses et je vous réponds. Alors, la première question vient de Francisco. Bonjour Vincent, je voulais savoir si c'est possible, les enfants doivent s'entraîner tous les jours comme les adultes. Dans un premier temps, sachez que la quantité d'entraînement pour les enfants, elle doit être mesurée et mesurable. Alors les enfants, déjà, pour respecter déjà leur caractéristique physique, les enfants jouent tous les jours. Donc, à ce niveau-là, ne pensez pas que vous allez entraîner les enfants. Les enfants, sous les formes, nous insistons sur les formes jouées. Nous insistons sur les formes jouées. Et en général, il y a des clubs où il y a 5 séances par semaine. Okay, ils s'entraînent par semaine. Mais ce que moi je conseille en général, c'est de faire en sorte que vous ayez une programmation. C'est pas parce qu'ils vont venir jouer une demi-heure ou 45 minutes que ça va être quelque chose de très compliqué pour eux. Ce qui est important, c'est de pouvoir aménager le dosage de l'entraînement. Si vous planifiez des séances pour les enfants comme si c'était des adultes et que vous mettez une intensité trop dense, c'est là que se trouve le danger. Mais c'est des jeux pour les enfants. Parce que le plus souvent, les enfants, ils ont envie de jouer. Et je peux vous rassurer que les enfants, ils jouent tous les jours, tout le temps. Mais pour ne pas que les séances soient, pour ne pas que les enfants s'ennuient, après, c'est vous, votre capacité à mettre en place des formes jouées, des formes ludiques. C'est pour la raison pour laquelle, moi, je conseille en général 3 séances pour les enfants. Mais vous savez, dans nos pays, en général, si les enfants font déjà 2 entraînements dans la semaine, c'est pas mal, hein, parce que vous savez que les enfants ils vont à l'école. Donc, ils vont à l'école, donc ils ont un peu le temps le mercredi et le samedi. Donc, déjà, si vous avez déjà 2 fois par semaine, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, c'est vraiment important que vous pensiez que les enfants peuvent s'entraîner, certes, un peu tous les jours, mais ce qui est aussi important que vous pensiez à garder cette forme ludique et surtout une intensité modérée pour ne pas les casser, parce qu'ils viennent surtout pour jouer. Autre question? Une question vient de
Monsieur Boisy, est-ce que vous pouvez publier encore la présentation? Alors, bien sûr, il y a ceux qui nous rejoignent, parce que nous avons commencé très tôt aujourd'hui, et ils demandent à ce que je puisse refaire sur la présentation. Alors, la présentation, bien sûr, comme je suis là, on a partagé, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse partir sur les différentes départs sur la présentation. Voilà. Monsieur Kamel, bien sûr, vous nous rejoignez. Sachez que nous avons abordé la gestion du risque et surtout quel était le rôle de l'entraîneur, justement, gérer ces risques. Nous avons également parlé de l'évaluation de ces risques. Hein. Comment on évalue ces risques-là en tant qu'entraîneur et surtout, qu'est-ce qu'on fait durant sa séance hein, et les étapes de la gestion du risque. Comment est-ce que, en tant qu'entraîneur, je identifie ces risques-là et que je finis par faire en sorte que tout se passe bien. Et bien sûr, la matrice par rapport au risque, s'il y a des choses, si les risques sont assez surélevés, comment est-ce que je fais en sorte que je minimise ces risques pour qu'il y ait moins de blessures. Et nous avons terminé justement par un exemple concret. Lorsque les blessures apparaissent, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc, M. Kamel, c'est un peu ce que nous avons vu depuis ce matin. Et donc, moi, j'attends maintenant les questions. Si vous avez quelques questions, voilà, c'est le plan général de la présentation. Bon, on était venu aussi sur ce qu'est le risque, on avait défini, bien sûr. Et on était parti aussi sur l'entraîneur en disant que c'est important pour lui, car la sécurité, c'est son boulot. Et qu'en fin de compte, il a un rôle primordial, une responsabilité dans cette gestion des risques-là. Ensuite, nous avons parlé avant la séance, qu'est-ce que l'entraîneur est capable de faire, qu'est-ce qu'il doit faire justement. Et nous avons suivi pendant la séance, quel était le rôle de l'entraîneur pour faire en sorte que tout se passe bien. Et nous avons fini, bien sûr, après la séance, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il puisse programmer sa prochaine séance. Et les étapes de la gestion du risque c'était venu sur on identifie le risque, on réduit le risque et surtout on planifie, on surveille. Et bien sûr, dans la matrice de gestion des risques, comment est-ce que je fais en sorte que nous soyons dans une zone d'économie pour que le risque soit toujours acceptable. Et on devrait parler du cas concret de la blessure. J'ai encore réitéré en disant qu'il est important de faire en sorte que lorsque nous, en tant qu'entraîneur, nous avons un cas de blessure, le premier réflexe, c'est prendre son sifflet, tout arrêter. Tout arrêter pour justement s'occuper du blessé. C'est vraiment important. Et bien sûr, pour que tout se passe bien, l'idéal serait de prévenir, que mieux vaut prévenir que guérir, que tout se passe bien. Voilà, M. Kamel, rapidement, la présentation que j'ai faite aujourd'hui, et bien sûr, j'attendrai les questions. Donc, vous venez de nous rejoindre. Si vous avez des questions à ce niveau-là, je suis toujours disposé à vous répondre sur ces différents thèmes. Bon, je pense que je m'excuse, c'est peut-être un peu tôt, il est 9 h. Ici, ben, on a plusieurs séminaires aujourd'hui, c'est pour ça que le mien était un peu en avance. Voilà, et un collègue m'a demandé de le faire en avance, donc je l'ai fait. Maintenant, j'attends ceux qui sont là, n'hésitez pas si vous avez des choses à savoir, à moins que ça ait été tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Nous, c'est encore, encore 7 minutes. Voilà. Monsieur le président a levé la main. Monsieur Villa, oui. OK. Alors, bon, quand même, que j'ai bien expliqué, merci. Alors, président, si jamais vous voulez poser des questions, il y a dans le dessous de vos... c'est marqué Q et R, c'est là où on pose des questions. Donc, vous n'hésitez pas à faire part de votre question à ce niveau-là. OK, donc une autre question. OK.
Azerki qui me dit merci. Ok, je t'en prie. Alors, j'ai pas eu les questions. Pendant ce temps-là, je pense que pour ceux qui parce que nous n'êtes que 5 participants, voilà, comme je disais. Donc, vous pourrez toujours revoir cette présentation-là sur la United Wrestling Academy. Voilà, vous pouvez aller voir cette présentation. Elle sera disponible à ce niveau-là. Vous pourrez toujours aller voir cette présentation. Alors, Monsieur Kazi Mabiela me pose une question. Il dit, bonjour Hassan, par rapport aux gestions des séances, vous avez une blessure et vous avez arrêté tout après avoir constaté que la blessure est très grave. Que faire? Arrêter la séance ou continuer? Alors, je vais être très clair avec vous. Dans un premier temps, lorsqu'il y a une blessure, vous l'avez bien vu, vous avez tout arrêté, et là, vous constatez que la blessure est très grave. La blessure est très grave, il est important, et comme je le disais dans mon intervention, de faire en sorte que l'enfant qui est blessé, ou en tout cas l'athlète, le lutteur qui est blessé, puisse tout de suite être pris en charge par le milieu médical. Vous avez la possibilité, lorsque vous êtes plusieurs entraîneurs, vous avez la possibilité de confier la séance à un entraîneur et bien sûr de vous occuper de vos athlètes. Ou bien, si vous voulez vous-même continuer la séance, c'est que votre adjoint va prendre ce lutteur-là pour qu'il puisse en tout cas être pris en charge médicalement. Il va s'occuper de ce lutteur. Mais il est important que le lutteur qui est blessé arrête la séance. Il ne faut pas continuer. Vous, en tant qu'entraîneur, parce que vous avez plusieurs lutteurs en charge et que vous êtes en train de diriger une séance, vous pouvez continuer si vous avez des adjoints. Ça, c'est le luxe lorsqu'on est plusieurs entraîneurs. C'est aussi la raison pour laquelle je parle de travailler aussi en équipe. Lorsqu'on a une équipe d'entraîneurs, c'est beaucoup plus facile de gérer ces cas-là. Parce que vous pouvez confier le lutteur blessé à votre adjoint qui va justement l'amener à l'hôpital pour que le médecin puisse le prendre en charge. Ou qui va appeler, en tout cas, le médical pour qu'il puisse être pris en charge. Et vous pouvez continuer tranquillement votre séance. Mais en ce qui concerne le lutteur blessé, ce dernier doit arrêter la séance. C'est important, il va arrêter, il ne continue pas. Parce que le plus souvent, on minimise justement les blessures et bien plus tard, on se rend compte que c'était vraiment sérieux et c'était vraiment grave. Donc, c'est le médecin seul qui est habilité à donner réellement la gravité de la blessure. C'est lui seul, c'est son métier. C'est la raison pour laquelle, même si nous avons fait les premiers secours, nous ne sommes pas aptes à dire que c'est des entraîneurs le font, ils disent ouais, continue, mais quand quelque chose se passe, après ils se rendent compte que c'est dangereux. Et d'ailleurs, vous vous rendrez compte, lorsque même nous avons nos compétitions et qu'un lutteur est blessé, qu'est-ce qui se passe? Très simple. L'arbitre arrête, qu'est-ce qui se passe? C'est le médecin qui vient pour prendre en charge le lutteur blessé. C'est sa charge.
Et ça veut dire que la ligne ici, justement, veut que vous, en tant qu'entraîneur, vous ayez les bons réflexes. Le bon réflexe, c'est justement, bien sûr, avoir son secours, mais surtout avoir le bon réflexe d'appeler la personne habilitée à prendre en charge les blessures, c'est-à-dire le médecin. Voilà, c'est vraiment important que vous pensez à ce niveau-là. J'espère que j'ai été très clair pour vous. Une question? C'était la question de M. Kazi Mabiala. Il y a quelques-uns qui nous rejoignent quand même. Nous sommes 7 maintenant. Sixième question. Alors, je propose pour les collègues entraîneurs des fiches pour signaler les blessures des athlètes. C'est un mémoire pour l'entraîneur pour savoir est-ce que c'est une blessure répétitive ou non. Oui, je vois ça on appelle ça un bon réflexe d'un entraîneur qui a de l'expérience. Bien sûr, quand on a plus d'expérience, on commence déjà à préparer les autres. Voilà, préparer les autres, c'est-à-dire que on organise, donc si on parlait de minimiser le risque, on organise tout en sorte que tout se passe bien. Si vous proposez des fiches, ça veut dire quelque part, il y a ce qu'on appelle un historique du suivi des lutteurs, et ça peut vous aussi aider à la fin de l'année à faire un bilan, peut-être des lutteurs qui se blessent souvent, pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, simplement, à l'entraîneur, c'est de remettre en cause. Souvent, on dit le lutteur se blesse, mais est-ce que l'entraîneur aussi a pensé à ses séances? Est-ce que l'entraîneur aussi a pensé comment est-ce qu'il organise ses séances? Est-ce qu'il a pensé aussi comment est-ce qu'il entrelace ses séances? Comment est-ce les séances se chevauchent? Est-ce que ces séances sont tellement bien organisées qu'elles évitent les blessures? Parce que on appelle l'organisation charge, repos et surtout intensité du travail adapté permet d'éviter les blessures. Souvent, les gens n'y pensent pas. Bien sûr, avoir une fiche qui accompagne cela peut aider aussi l'entraîneur dans sa pratique réflexive. Lorsqu'il s'assoit et qu'il fait le bilan, il se dit, voilà, ma séance, comment s'est passée? Comment s'est passée ma séance? Et qu'est-ce qui s'est passé durant ma séance? Et ça lui donne une espèce d'historique. Moi, je dirais même beaucoup plus loin, au-delà de la fiche, je dirais plutôt le cahier de l'entraîneur. Ce cahier de l'entraîneur permet justement de tracer l'historique de ce qu'on fait et de ce qui s'est passé pour pouvoir justement s'améliorer en disant que ce que j'ai fait là, est-ce que c'était bien, c'était moins bien, comment j'ai fait pour pouvoir aller de l'avant. Donc, effectivement, je partage cette façon de faire, mais M. Kamel, j'ai aussi envie de vous dire que c'est le réflexe que vous avez, c'est le réflexe d'un entraîneur qui a de l'expérience. Lorsqu'on est jeune entraîneur, on parle ici des entraîneurs, on est toujours en train de. Voilà, on est conscient de sa séance, on veut que ça se passe bien, et on avoir une fiche aussi peut aussi aider ces jeunes entraîneurs qui arrivent. Effectivement, c'est une très belle remarque. Il nous reste encore 5-12 minutes, une dizaine de minutes. Et puis, nous allons arrêter notre séminaire. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos questions pour que je puisse y répondre si vous avez des questions. Le plus souvent, je dis que le séminaire est tellement bien fait que les gens n'ont plus de questions à poser. Donc, on se préparera pour le prochain séminaire pour pouvoir vous aider à progresser toujours. Voilà.
Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais conclure ce séminaire en disant ceci, que les entraîneurs ont la responsabilité ultime de réduire les risques de leurs lutteurs lorsqu'ils entraînent. Hein. Leur boulot, en tout cas leur travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait des séances, en tout cas programmées en toute sécurité, de faire en sorte que l'espace de pratique soit sécurisé, de faire en sorte que l'équipement qui va être utilisé soit adéquat et pour être, en tout cas, pour que la pratique se passe sans souci, de faire en sorte qu'il y ait assez d'équipement aussi pour que les gens puissent pratiquer convenablement, de faire en sorte que l'équipement soit aussi entretenu et bien sûr vérifié le plus souvent, de faire en sorte qu'il y ait aussi une supervision et une planification adéquate des entraînements pour que les choses se passent bien, de faire en sorte qu'il y ait une prévention des blessures, tout ceci pour dire que c'est en agissant, en s'organisant de cette façon-là, que l'entraîneur va permettre justement de gérer complètement les risques liés à la pratique de la lutte. Car la lutte elle-même est une activité sans blessure, parce que nous ne portons pas de coup, car la lutte même est une activité qui permet justement de pratiquer de façon ludique, et c'est vraiment important que nous arrivons à ce thème-là. Alors, M. Boisy revient sur une dernière question. Je pense que je répondrai à la question de M. Boisy, parce que là, je suis en train de conclure. M. Boisy demande si vous savez bien que l'échauffement général et l'échauffement spécifique aident à éloigner les blessures ou à les réduire. Comme on en avait parlé dans la séance, la séance elle-même, on le dit bien sûr, on parle de prise en main, mise en train, et puis bien sûr, séance, le corps de la séance, et puis le bilan et le retour au calme. En parlant de l'échauffement, on parle de mise en train. Voilà, mise en train, justement, c'est parce que cette mise en train-là, elle doit être aussi bien organisée. Et je reviens toujours sur l'aspect d'organisation et surtout d'avoir bien préparé sa séance en fonction du public auquel on a affaire. Cela va permettre justement de pouvoir déjà minimiser les risques et les blessures déjà. Et en plus, l'échauffement elle-même, lorsque il est spécifique, on parle du général pour rentrer dans le spécifique, il permet justement de rentrer dans l'activité sans souci majeur. Néanmoins, les blessures sont beaucoup plus réduites si on pense justement comment est-ce qu'on organise tout cela. Comment est-ce qu'on organise tout cela? La séance, c'est quelque chose qui s'emboîte. Et cet emboîtement doit être méthodique. Bien sûr, l'échauffement général à l'échauffement spécifique. Et un aspect qui est important, on souligne le plus souvent, c'est le coût du lutteur. Il est très important de finir justement l'échauffement en ayant bien échauffé le cou et ne pas l'oublier. Et ça, c'est quelque chose qui permettra justement d'éviter les blessures. Bien sûr, l'échauffement est primordial. Même qu'on soit lutteur ou pas, il est important de s'échauffer avec le pouvoir pratiquer une activité physique. Et lorsqu'on est lutteur, alors, il faut encore le faire, encore d'autant plus que nous sommes d'avoir une activité qui sollicite tout le corps humain. Voilà. Donc, je remercie M. Kamel parce qu'il nous a rejoints et il a l'air un peu plus actif que pour poser des questions. Bien sûr, ici, peut-être qu'il aurait moins de questions s'il avait été au début, mais ces questions sont quand même interactives et ça permet de pouvoir reprendre et repréciser certaines choses pour tout le monde et pour ce séminaire-là. Donc, encore merci à toi, Kamel, pour tes questions qui permettent d'éclairer justement encore les autres. Donc, comme j'étais en train de dire, je disais que si nous faisons ce qu'il faut faire en amont, cela permet déjà de pouvoir minimiser les risques, faire en sorte que tout se passe bien. Pour ce niveau-là, nous allons rester que sur la séance, en sachant que, en tant qu'entraîneur, il y a d'autres risques qui sont importants, c'est-à-dire durant la compétition, il y a des risques que nous pouvons aussi y penser, aussi parce qu'on part en voyage, hein. On amène les enfants déjà en voyage et c'est aussi important de penser aussi aux risques qui peuvent survenir durant ces voyages. On a également, durant
la compétition, on peut mettre en place un plan d'urgence pour que si quelque chose se passe, comment je fais en sorte que les choses, je puisse réagir correctement. Donc, sur cet aspect de compétition, parce que le voyage aussi est un risque, on pourrait justement penser que sur le niveau 2, on pourra donner quelques réflexes, parce que c'est important que les parents qui vous donnent les enfants puissent savoir que vous allez revenir avec eux en toute sécurité. Donc, avoir des instructions à ce niveau-là pour éviter que les choses ne dégénèrent. Voilà un peu rapidement brossé, ne vais pas rentrer dans le détail parce que nous aurons à y aller encore plus en profondeur lorsqu'on parlera du niveau 2 pour les entraîneurs du niveau 2 au niveau de la formation United niveau 2. Voilà, chers amis, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je suis en train de terminer ce séminaire. Vous avez été, je vais être très simple, vous avez été 7 à suivre ce séminaire. J'ose espérer que c'est le temps qui fait que vous n'êtes pas assez nombreux. La dernière fois, vous étiez un peu plus nombreux. Je pense que c'est tellement tôt que beaucoup de personnes n'ont pas pu se connecter pour pouvoir suivre ce séminaire. Mais vous avez la chance, il est disponible en ligne. Vous pourrez toujours revenir sur ce séminaire sur la United Wrestling Academy. Voilà, je vous remercie pour tous ceux qui étaient là d'avoir suivi ce séminaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres séminaires. Sachez que le même séminaire sera fait également en anglais par mon collègue Zach, en espagnol par mon collègue, donc on dira Pedro, donc c'est Pierre, et puis en espagnol également par mon collègue Carlos, pour que justement vous puissiez avoir accès à toutes les informations dans toutes les différentes langues. Et en russe aussi par mon collègue Vladimir. Voilà. Je tenais à vous remercier. Passez une excellente journée et à nous revoir. À très bientôt, les gars.